Bonjour à tous et puis merci à François pour cette invitation pour présenter quelque chose. Alors effectivement, merci en fait pour cette introduction. On ne s'était pas concerté avant, mais en fait c'est très complémentaire. Et moi, ce que je vais vous proposer, c'est en fait de vous retracer à la fois dans l'espace et le temps la trajectoire de notre biosphère et puis un peu d'histoire aussi sur l'agriculture au travers des âges. Alors, la première chose que je vais vous faire, c'est vous définir ce qu'on appelle la zone critique. Donc en fait, c'est l'espace qui est extrêmement fin à la surface de la Terre, qui est en fait dont la limite est, dont la limite est en fait les nappes souterraines et puis le sommet de la canopée. Et c'est en fait dans cet espace extrêmement réduit que nous retirons toutes nos ressources. La zone critique est aussi une zone où en fait c'est un véritable réacteur biogéochimique où se font toutes les réactions entre l'air, l'eau, les écosystèmes et le sol. Et donc, effectivement, nous sommes totalement dépendants de cet espace. Alors, cet espace a énormément évolué au cours du temps. Et alors, comme je vous disais, on allait partir très loin, puisqu'on part à 4,5 milliards d'années en arrière. Et on voit qu'en particulier, l'atmosphère a extrêmement changé. On est parti d'une atmosphère extrêmement chargée en CO2. Donc aujourd'hui, on est à 0,002%. Là, on était à 90%. Très vite, la Terre a perdu son hydrogène. Mais ça, c'est simplement à cause de sa course dans l'espace. Et puis est arrivé progressivement de l'oxygène dans le système qui en fait a été à l'origine du premier empoisonnement de la biosphère massif. Et puis on a effectivement l'arrivée de l'azote. Et en fait cette modification de l'atmosphère a eu lieu pour des raisons biologiques dès le début, puisqu'on a des traces, notamment dans les roches les plus anciennes, de bactéries. Ce sont les stromatolithes qui, dans les océans, ont participé à la réduction du CO2 de manière drastique en précipitant tous les calcaires. Et puis ensuite, on a des algues bleues, des algues vertes, puis des organismes monocellulaires, multicellulaires, les protozoaires, et on finit par les plantes vasculaires, les fougères étant parmi les plus anciennes plantes que l'on peut trouver. Oui, donc la suite. Alors, dans cette biosphère, en fait, le premier chaînon, ce sont effectivement les plantes, aujourd'hui en tout cas, qui en fait transforment l'énergie solaire en une énergie que l'on retrouve dans la biomasse. Simplement, il faut savoir que cette réaction, en fait, elle n'est pas si efficace que ça. Donc, on a l'énergie solaire qui est absorbée par les chloroplastes, donc qui sont en fait les cellules qui permettent de faire la photosynthèse. La photosynthèse, l'objectif de cette réaction, c'est de casser la molécule d'eau, de récupérer l'hydrogène pour faire des réactions d'oxydoréduction et de relâcher l'oxygène qui est en fait que nous respirons, mais que dans les temps anciens, on ne respirait pas. Ensuite, donc, cette énergie, une fois que la photosynthèse est faite, elle est stockée sous forme chimique. C'est tout ce qui fait la structure des végétaux. Et ensuite, une partie de cette structure des végétaux est réutilisée par la plante pour faire son métabolisme, parce que la plante, elle respire aussi, elle se reproduit, etc. Et à la fin, en fait, du système, le rendement entre l'énergie incidente du soleil et ce qu'on peut récupérer en termes de biomasse, c'est 5,5% de l'énergie, seulement. Ensuite, on a les chaînes trophiques. Donc, si vous partez d'une unité 100 d'énergie solaire au départ, vous vous rendez compte qu'au travers des plantes, donc le premier chaînon de la production primaire, le rapport est de 0,1. Donc, la biomasse que vous récupérez au niveau des plantes est de 0,1 par rapport à 100, qui est l'énergie incidente. Et ensuite, quand vous descendez dans la chaîne alimentaire, vous avez donc les consommateurs primaires, comme par exemple tout ce qui est herbivore, les consommateurs secondaires, comme les carnivores, et en général les consommateurs tertiaires, comme les omnivores, comme les hommes. Et en fait, on récupère de l'énergie solaire incidente de 100, 0,0002%. Donc on a quand même des lois dans la biosphère qui sont ce qu'elles sont, et en fait, il faut jouer avec. Donc aujourd'hui, dans la situation actuelle de la biosphère dans laquelle nous vivons, on a un système Terre qui est contrôlé par le couple redox H2O-O2. Donc c'est effectivement l'équilibre entre l'oxygène et l'eau de mer essentiellement. On a un couple acide-base qui est carbonate-bicarbonate, ce qui fait que l'océan est alcalin.
Et puis en fait, une chose qui est importante aussi, c'est que l'eau et le CO2, ce sont les deux gaz à effet de serre principaux et qui font qu'on a effectivement une température à la surface de la Terre qui est en moyenne de l'ordre de 15 degrés, sinon on serait entre moins 40 et moins 60. Voilà. Et le bilan en termes de rendement énergétique par rapport aux écosystèmes, quand on est en climat océanique, c'est l'ordre de 1,3%, et puis en climat tempéré pour les prairies, c'est de 0,2 à 0,5%. Alors, qu'est-ce que l'homme a fait avec tout ça? D'abord, donc, il a développé des systèmes agricoles depuis à peu près 10 000 ans. Et on a eu en fait des évolutions de la façon dont on pratiquait l'agriculture qui en fait correspondent exactement à la croissance de la population. Si vous avez un accident agricole, la population diminue de manière systématique. Donc effectivement, les foyers d'origine, on les retrouve essentiellement. Le premier, on le trouve ici en Mésopotamie. Un deuxième en Amérique centrale. Et puis à partir de ces foyers initiaux, en fait, on a eu des migrations progressives et qui sont liées en fait à un réchauffement climatique qui a permis la migration. Et alors, ce que l'on a aussi trouvé, c'est que dès 10 000 ans, on a les principales espèces agricoles que l'on connaît aujourd'hui qui ont été domestiquées, puisque c'était celles qui avaient les rendements les plus faciles. Quand on laissait les plantes pousser à côté des maisons, on retenait effectivement les épis qui étaient les plus beaux, ceux qui ne perdaient pas leurs graines. Et donc, comme ça, progressivement, en fait, on a fait de la sélection variétale au cours du temps. Et aujourd'hui, finalement, en termes de progrès, on n'en a fait aucun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cultive à peu près 4% des espèces qui sont comestibles pour l'homme, et on a développé en fait les améliorations génétiques sur ces 4% d'espèces seulement. Alors, on va commencer par retracer en fait les techniques. Donc, on a une première période qu'on appelle l'agriculture biologique. Donc, c'est dit sciemment, c'est-à-dire un certain mode de pratique sur lesquels en fait un certain nombre de gens voudraient revenir, qui est entre moins 10 000 et plus 8500 ans, 1850. Donc on a les agricultures manuelles, attelées légères, attelées lourdes, et donc en fait on a un système qui tourne pratiquement en autarcie, et dont le rendement moyen c'est à peu près 3 quintaux à l'hectare. Donc la force de travail, je croyais que j'avais tout, bon, mince. Voilà, donc on a, donc ici on a la superficie par travailleur qui était possible d'exploiter dans ces systèmes, donc entre le début, il y a moins 10 000 ans, et le milieu du 19e siècle. Et ici, donc la productivité par travailleur de l'ordre de quintaux, du nombre de quintaux. Donc au maximum, 40 à 50 quintaux par travailleur, et superficie moyenne par travailleur, 5 hectares. Et puis est arrivée la révolution de ce qu'on appelle l'agriculture minérale. C'est-à-dire que, en fait, l'agriculture minérale, c'est lié à l'industrialisation et à l'introduction à la fois de la vapeur, donc du charbon, et du pétrole. Donc, on a pu développer ce qu'on appelle l'attelée lourde, c'est-à-dire que petit à petit, le cheval ou le bœuf de trait a été remplacé par des machines. Et ensuite, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, on a une mécanisation, une amélioration génétique des engrais et xénobiotiques et d'irrigation qui sont tous liés en fait à l'utilisation du pétrole en agriculture. Alors la conséquence de ça, c'est qu'à la fin, alors on a repris le même diagramme qu'avant, simplement il a fallu changer d'échelle. Donc à la fin du 19e siècle, on est là. Et aujourd'hui, on en est là. Donc en 60 ans, on est passé de 10 à 150 hectares par travailleur, et on est passé donc de 50 à 60 quintaux à l'hectare à plus de 20 000. Alors évidemment, ça veut dire que, en fait, on a été parti sur une trajectoire sur laquelle tout le monde s'est dit, il n'y a pas de souci. Effectivement, on a quitté d'une certaine manière les conditions naturelles imposées par la nature. Et puis est arrivé en 2008, en fait, la première crise mondiale alimentaire, qui s'est doublée en plus d'une spéculation boursière sur les denrées alimentaires.
et donc les émeutes de la faim qui ont en fait touché tous les continents pratiquement en même temps. En cela, c'est rajouter aussi des constats pessimistes, notamment des tensions sur les ressources en eau, entre l'offre et la demande. Donc plus c'est rouge, plus en fait le stress hydrique est important. Et on constate aussi que ça correspond effectivement aux foyers de population les plus nombreux. L'autre problème aussi, c'est que le capital... Alors on parle de ressources en eau parce qu'effectivement elles sont renouvelables, mais le capital sol, lui, ne l'est pas, en tout cas pas à l'échelle humaine, puisque pour fabriquer 1 cm de sol de manière naturelle, il faut à peu près compter 20 000 ans. Voilà, bah oui, c'est... Et donc, en fait, on a des phénomènes naturels comme les érosions éoliennes ou hydriques qui déplacent les sols et les entraînent dans les rivières, mais on a aussi des altérations qui sont liées en fait aux pratiques agricoles, par le surpâturage, les découverts végétaux, etc. Et on a aussi des prospectives qui sont faites donc sur l'agriculture, qui sont à la fois pessimistes, puisqu'en fait on voit l'augmentation de la population ici en vert, et puis les prévisions, alors là c'est la courbe en bleu, là, avec la situation en 2010, et les projections donc, de la FAO en termes de production calorique par rapport à la population, et l'on voit qu'effectivement on va arriver à une situation de crise aux alentours de 2030-2040. Qui s'explique aussi en partie par l'accessibilité aux engrais. Parce que toute cette agriculture a pu se faire parce qu'on a raisonné en termes d'engrais illimités, sauf qu'il y a certaines ressources qui sont d'origine minière, comme le potassium et le phosphore, et que là on arrive aux alentours de 2030-2040 à l'épuisement de ces gisements. Mais on est aussi optimiste, et la FAO aussi, dit finalement donc chaque petit carré représente 10 millions d'hectares. Voilà à peu près la surface en vert foncé qui est exploitée actuellement par l'agriculture, et en vert clair, le potentiel. Alors le potentiel en surface, effectivement, quand on regarde les écosystèmes, sauf qu'il y a une dimension qui a été oubliée dans l'analyse, c'est le sol. Alors le sol, qu'est-ce que c'est? Le sol lui-même, c'est un écosystème qui est en fait un pas de temps beaucoup plus lent que le nôtre, et qui est extrêmement variable. Donc ici, je vous ai représenté deux sols. Donc ici, c'est un sol de milieu tropical, et ici, c'est un sol de milieu tempéré. L'espace qui peut être utilisé par la biomasse, c'est les horizons les plus superficiels, c'est donc entre les 20 et 40 premiers centimètres seulement. Ces sols sont aussi de... Alors ça, c'est par exemple une vue au microscope de ce que c'est qu'un sol. Donc on est dans une échelle de 2 microns. Donc on a des minéraux qui représentent entre 95 et 98% de la masse d'un sol. Vous avez des structures biologiques qui sont organisées. Vous avez aussi des résidus de matière organique, des solutions et des gaz dans le système. Et donc tout ça doit interagir pour faire fonctionner le sol et donc en fait assurer la nutrition des plantes et la réserve en eau. Et quand on regarde la répartition des sols au niveau de la Terre, donc ici vous avez la représentation latitudinale, ici on est à l'équateur, ici on est au pôle. Vous avez ici l'épaisseur des sols, les précipitations, la température. Et ce que l'on constate effectivement, c'est que les sols les plus épais, on les a plutôt en milieu tropical, mais avec des phénomènes de dégradation, de complexolyse et d'hydrolyse qui sont très importants. Donc en fait, des réserves en éléments minéraux pour les plantes très réduits. Et puis des zones entières où en fait on n'a pas de sol ou très peu de sol. Et ça, vous ne pouvez pas le délocaliser. C'est la réalité, la biosphère, elle est organisée comme cela. Et puis on a un phénomène d'altération croissante, c'est-à-dire que quand on part effectivement des zones polaires où on a encore des roches à nu, petit à petit elles sont fragmentées, et on arrive en zone tropicale où on a les régolithes, où depuis des millions d'années, on a des phénomènes d'altération. Le problème, c'est que cette altération entraîne un certain nombre, fait une chromatographie de dissolution des minéraux. Donc on a le calcium, le magnésium, le sodium, le potassium et la silice qui progressivement sont évacués du système. Mais malheureusement, ces éléments-là sont absolument indispensables pour avoir de la fertilité et de l'activité biologique. Donc si on veut espérer augmenter les surfaces agricoles, comme on entend certains dans les pays tropicaux, en Afrique, etc., on va être coincé parce que ces éléments-là n'existent plus dans les sols.
Donc on va effectivement, si on fait du brûlis comme on a fait en Amazonie, on va récupérer ces éléments-là de manière temporaire parce qu'ils existent dans la biomasse actuelle. Mais une fois qu'ils auront été utilisés par 3 à 4 ans de culture, ils seront évacués du système, déplacés, et on va retrouver du désert. Et ce qui est effectivement en train de se passer. Donc la Terre, par son évolution, elle impose des conditions physico-chimiques dans la zone critique qui déterminent les écosystèmes. L'agriculture, en passant donc du biologique au minéral, a très largement augmenté ses performances et est potentiellement en capacité de nourrir l'humanité, mais le capital sol, lui, est non renouvelable à l'échelle humaine, et en principe, il y a toujours un principe qui reste, qui est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est Lavoisier qui l'a dit depuis le XVIIIe siècle, et ça s'applique aussi à l'agriculture. Alors avec ces principes-là, qui sont effectivement très généraux, on peut quand même avoir quelques espoirs, et on le fait dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Précoce, où on a essayé d'intégrer effectivement ces dimensions-là, en tenant compte à la fois des contraintes aussi socio-économiques, de l'urbanisation, du changement climatique, de façon à sortir des critères concernant la dégradation des sols, les ressources en sol et en eau, et la production agricole. Et en fait, l'outil actuellement dispose de 15 indicateurs, et l'objectif est effectivement de se dire qu'au niveau d'un territoire, qu'il faut raisonner aujourd'hui comme un espace limité, avec des ressources limitées, il faut être en capacité de sécuriser ces ressources, à la fois sur l'eau, le sol, l'agriculture, et que celles-ci doivent être raisonnées en fonction de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, dans un PLU, vous n'avez aucun indicateur qui vous dise quelle est la valeur agronomique d'un territoire. Et ensuite, effectivement, l'objectif aussi, c'est de créer des services pour les acteurs territoriaux, pour les aider à gérer et adapter leur territoire, et notamment à augmenter leur résilience. Parce que le changement climatique, il y en a déjà eu, même dans les périodes historiques. On sait que quand la température augmente, en général, ce sont des civilisations qui se portent bien. Quand la température baisse, notamment quand il y a eu les crises du petit âge glaciaire, ce sont des périodes de guerre. Il y a eu la guerre de 100 ans qui fonctionne sur ce système-là. Voilà. Et donc, cette méthodologie a été appliquée au territoire de la Crau. Et donc, il y a un livre de synthèse sur cette démarche qui existe. Et puis, je vous remercie pour votre attention.